chaud des plus là. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce jour d'ascension, on est directement en direct du Brésil. Voilà, regardez l'écran d'à côté. On est au Brésil, on est à Rio, pas encore au carnaval, mais presque. On va parler de ce magnifique pays qu'est le Brésil avec un Français expatrié, auteur, Antoine Bachelin-Sénin, auteur de Bolsonaro, mythe et mensonge. Je revoyais Bolsonaro, mythe et mensonge, parce que voilà un très grand pays, un immense pays qui est le Brésil et dont on ne parle pas beaucoup ici en France, et qui a un président qui détonne et dont on dit beaucoup de choses en France qui sont visiblement pas vraies. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très content de recevoir Antoine Bachelin-Sénat. Salut cher Antoine, comment vas-tu? Salut Mike, ça va très bien, en pleine forme, beau soleil. J'invite tous les Français à venir ici, hein, boire une petite caipirinha. Je suis à Sao Paulo, juste petite Ah pardon, Sao explication. Paulo, la Mais deuxième Sao grande Paulo ville. gagnerait. Et il y a beaucoup plus de Français à Rio. Sao Paulo gagnerait à être connu, hein, une grande ville avec beaucoup de zones vertes aussi. À une heure, les belles plages aussi du nord. Donc voilà, moi je suis un entrepreneur installé au Brésil depuis 2011, mais je connais le Brésil depuis que je suis enfant, depuis que je suis adolescent avec le jiu-jitsu brésilien. Et donc voilà, on va discuter aujourd'hui. C'est une figure internationale aujourd'hui, Bolsonaro. Alors voilà, on va parler. Le titre, c'est un Trump tropical. Voilà, c'est Alors dis-moi, un. pourquoi t'es. Alors comment ça se fait que tu habites au Brésil? Qu'est-ce que tu fais de beau au Brésil? Et pourquoi le Brésil? Voilà, moi j'ai un buffet traiteur que j'ai fondé avec mon épouse brésilienne. Moi, je fais du jiu-jitsu brésilien aussi depuis que je suis adolescent. Donc je connaissais le Brésil de par le sport, voilà, de par le jiu-jitsu brésilien. On louait un appartement, on faisait des stages ici, puis on s'entraînait aussi en France tout le temps. Donc voilà, je connais le Brésil par le jiu-jitsu brésilien. Même en habitant dans d'autres pays, je voulais toujours revenir, même en ayant vécu au Mexique, en Australie, dans les Caraïbes. J'avais toujours dans ma tête le Brésil m'installer définitivement. Donc voilà, en 2011, je suis venu avec aucun visa, aucun argent, en galérant, mais en étant heureux quand même d'être ici. Et peu à peu, voilà, j'ai rencontré ma future femme, on s'est mariés, on a créé un site internet de buffet traiteur. Et voilà, au départ, même sans avoir d'argent, on n'avait même pas d'argent pour l'électricité. On devait aller dans les favelas pour créer un site internet en utilisant internet pas cher là-bas. Et même avec un site pourri au début, on a commencé à avoir différents clients qui étaient contents. Donc voilà. Et on a grossi aujourd'hui, on fait des événements pour la sélection brésilienne de volley, pour des artistes, des personnalités, pour des gens comme nous aussi, pour des entreprises. Donc voilà, c'est un buffet de traiteurs, ça s'appelle Mister Feijoada. Mister Feijoada. Donc Ben, voilà. ça veut dire que en fait au Brésil, enfin c'est une réussite brésilienne quoi. Ça veut dire que tu es parti sans un sou, sans visa, comme Ouais. on va dire sans papier comme on dit ici, et tu as réussi à monter une Mais belle affaire. exactement, mais tu sais qu'en disant sans papier, j'ai vécu au centre-ville, qui est un endroit. Alors au bout d'un moment, voilà, j'avais plus d'endroit pour être logé, et donc j'ai demandé à une sœur, à une bonne sœur, une religieuse, voilà, et que je sais pas où dormir. Donc elle m'a dit ah bah écoute, il y a un centre d'accueil pour les réfugiés, pour les. Et donc voilà, j'étais avec plein d'Africains aussi, donc ouais, c'est vraiment. J'ai vécu la situation de certains immigrés vivent en France, voilà, mais sans, c'est difficile, mais j'étais heureux, voilà, parce que c'était le coin dans lequel je voulais vivre. Vous Brésil, c'est une terre d'opportunité pour moi. C'est un pays euh, qui est destiné à être en forte croissance et avec aussi les investissements en infrastructure, on va en parler, mais voilà, énormément de Mais choses ça veut qui. dire que, enfin moi franchement, je suis assez admiratif quoi, de ce parcours parce que ça veut dire que avec la volonté, du travail, une envie, en tout cas au Brésil, on peut réussir quoi. Et tu as eu un peu, comme tu l'as dit, un parcours comme par exemple les Africains ont en France lorsqu'ils débarquent en Europe. Oui, après j'avais quand même des bases. Moi, j'ai fait une école de commerce en France. J'avais déjà voyagé dans d'autres pays.
bon, on a la chance aussi. Et puis, bien sûr, oui, une partie de chance. Moi, j'ai rencontré ma femme qui avait déjà travaillé pour d'autres buffets, qui avait déjà un esprit entrepreneurial, qui voulait monter son propre buffet traiteur aussi. Donc, voilà. Mais moi aussi, j'avais envie et je commençais à être entrepreneur moi aussi. Mais il y a d'autres pays, il y a beaucoup de Français qui le font et encore plus à l'époque de la pandémie, etc. Venezuela aussi qui intéresse énormément de personnes. Hein. Donc il y a énormément de pays. Les pays émergents aujourd'hui ont une cote qui a beaucoup plus augmenté aussi depuis la pandémie. C'est sûr que les gens qui étaient enfermés dans la grisaille avec des enfants ont envie de voir un peu de soleil et un peu de plage, etc. Donc il y a ça aussi qui joue, oui, mais en termes économiques, le Brésil, c'est sûr que c'est un pays qui est déjà dans le top 10 hein, au niveau de l'économie, mais il va manger les places des premiers qui sont qui vont avoir une récession Est-ce que aussi. tu Voilà. penses que ce parcours, tu aurais pu l'avoir en France? Euh, oui, 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 c'est possible. Après, niveau impôt, c'est plus compliqué. Niveau, c'est surtout, c'est pas seulement l'aspect économique, c'est aussi l'aspect culturel. Moi, j'aime le Brésil pour sa côté sympathie, pour ce côté, les gens sont agréables, les gens sont sympas. C'est un petit peu comme dans le sud de la France. Les gens sont heureux, les gens sont souriants, les gens ont un accent sympa. Donc, c'est pas cliché, c'est vrai. Hein, il faut le vivre ici pour se rendre compte que le Brésilien est quelqu'un d'agréable à vivre. Et voilà, je vous invite à venir ici pour découvrir la sympathie des Brésiliens. C'est vraiment un trait de caractère. Voilà, c'est vraiment un trait de caractère. Alors, tu as parlé des favelas, que tu as travaillé aussi dans les favelas. Comment ça se passe dans les favelas? Est-ce que c'est aussi dangereux qu'on le montre dans les reportages? Non, il y a beaucoup de sensationnalisme hein, des médias, mais oui, ça reste dangereux. Ça s'est pacifié depuis certaines années. Ce qui est marrant, c'est certains juges corrompus, durant la pandémie, ont voulu empêcher l'accès aux policiers, soi-disant pour pas que les policiers attrapent le Covid. Donc vous voyez un petit peu, il y a beaucoup de corruption, donc c'est un problème, mais qui est en train d'être réglé, Bolsonaro qui a fait des appréhensions énormes de drogue, des records d'appréhension de cocaïne, d'autres types de drogues aussi synthétiques. Donc, voilà, les attaques sur le niveau économique aussi, qui est le nerf de la guerre. Donc, Ben ça justement, s'améliore. Après, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre attends, sur juste, Bolsonaro? je voulais juste finir aussi au niveau, par Vas-y, exemple, vas-y. des égouts, etc. Voilà, ça c'est ce que Bolsonaro a fait aussi au niveau de construction des égouts, de donner des immeubles qui vont être construits à droite à gauche à la place des favelas. Donc, alors que ça n'avait pas du tout été fait durant toutes les années Lula, Dilma, durant toutes les années socialistes. Au contraire, ils se mettaient de l'argent dans les poches et ne faisaient pas de projets sociaux. Donc, avec le gouvernement Bolsonaro, on a énormément de. Après, on a les chiffres dans le bouquin, tout ça détaillé, etc. Donc, énormément de. Tout ce qui est accès à l'égout, accès à l'eau, voilà aussi ce qui permet aux favelas de devenir des habitations dignes. Voilà, quoi. Vas-y. Mais dis-moi, pourquoi avoir voulu écrire sur Bolsonaro? Oui, je vais juste changer d'écouteur, excusez-moi. Vas-y, vas-y, change, change. On est en direct. Vous voyez, on change les écouteurs en direct, c'est normal. En plus, c'est un beau soleil là, hein, chez toi, alors que ici, chez nous, il y a que de la pluie. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? On m'entend? Ça marche? Ah, on entend moins bien là. On m'entend? Je vais augmenter le son. Hop. Vas-y, augmente le son. On m'entend bien? Ouais, là, c'est bon. Ah, ouais, moi j'entends loin, mais c'est pas grave. Je vais même l'enlever carrément, c'est mieux. Voilà. Enlève-le peut-être. Désolé. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est parti. On m'entend bien comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous Ok. entendez? Dites-nous si vous entendez bien. Voilà. J'ai écrit Sinon, il remet en ses fait, parce que écouteurs. le buffet était arrêté hein, durant cette période de pandémie. Et donc, comme le buffet traiteur était arrêté, eh ben, Oui. j'avais du temps et j'ai voulu surtout défendre Bolsonaro parce que c'est vrai que les médias en France, ne donnent pas une vision correcte de ce qu'est le Brésil. Au contraire, ils sont totalement dans la désinformation. On sait que les médias en France sont corrompus, appartiennent aux globalistes. Donc, moi, ça m'a énormément énervé de voir des articles diffamatoires sur Bolsonaro. Et donc, comme j'avais un petit peu de temps, que mon buffet était arrêté parce que les gens ne faisaient pas la fête, avaient peur du Covid, j'avais profité
pour écrire et il faut une voix qui montre la vérité. La majorité des Français ne parlent pas portugais, c'est difficile d'avoir accès à la source. Et quand ils ont accès à certains articles, bah, c'est totalement diffamatoire, c'est totalement mensonger. Donc voilà, c'est un but d'information et d'exemple aussi. On va en discuter. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, ce sera une figure d'inspiration pour tous les patriotes du monde. Ce livre, il est aussi écrit en anglais, un livre sur c'est pas seulement une biographie sur Bolsonaro, c'est aussi au niveau sociologique, au niveau anthropologique. Non, écoute, cher Antoine, il faut que tu aies un son plus fort. Alors, remets tes écouteurs. Bon, c'est comme ça, on est avec le Brésil. Hein, le Brésil, c'est pas à côté. On est dans un live à 10 000 km. Donc voilà, il remet. Désolé, le son qui part ici. Il remet son son, il aimait bien, voilà. Voilà, est-ce qu'on m'entend mieux ici? Ah, super. Bien comme ça, voilà, c'est bon, c'est impeccable. Ok, c'est bon, est-ce qu'on m'entend? C'est impeccable. Super, je vais. Microphone, configuration, attendez-moi, hop, audio, rapide, padrin, cancellamento Diego. Je vais rentrer même, comme ça, on m'entendra. Vas-y. Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est super. Là, c'est super. Donc, comme ça, à la maison, ce sera mieux, je pense. Vas-y. Je t'entendrai plus. Vas-y. Bon, il va revenir là dans 10 secondes, ne vous inquiétez pas, c'est les joies du direct, hein, vous le savez. Bon. C'est ainsi, mais il revient dans 5 secondes. Voilà, sachez qu'on est au Brésil, hein, on est en direct avec le Brésil, mais pas avec, et pas avec Châteauroux, je sais où. Donc, on a quand même, je crois, à peu près 10 000 km d'écart. Donc, forcément, on n'a pour l'instant pas un son terrible. Mais voilà, il revient. Désolé. Voilà, pas voilà, de comme ça, je pense que ce sera mieux à l'intérieur. Ah, impeccable, là, génial. Voilà, au moins, tu as pu nous montrer ta belle terrasse. Oui, mais il y a les voisins qui font des travaux. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a empêché un peu d'écouter. Donc, voilà, là, je vais le mettre bien devant moi et comme ça, on s'entendra bien. Donc, désolé, c'est bon, c'est parti. Hop. Voilà, let's go. Voilà, super. Donc, du coup, voilà, tu as fait, tu t'es dit, voilà, j'ai du temps. On parle pas, on donne pas les mots liés à la crise sanitaire. Hein. Voilà, très bien encore. Donc, pendant cette période-là de crise sanitaire, tu t'es dit, tiens, il faut que j'écrive sur ce Bolsonaro, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé des médias globalistes. Ça veut dire qu'au Brésil aussi, il y a ce même problème avec les médias? Bien sûr. Bien sûr, et aggravé en plus par le fait que les anciens gouvernements socialistes, qui étaient auparavant des gouvernements communistes, il y a une vraie tentative ici d'instauration de dictature communiste, hein, un peu comme à l'exemple de Cuba en français. Donc, dans les années 50-60, donc l'histoire du Brésil est triste. Hein. Il y a Dilma Rousseff, l'ancienne présidente, beaucoup de Français ne le savent pas, mais elle était dans des groupes d'action terroristes communistes. Moi, quand je les appelle de terroristes communistes dans mon livre, elle mettait des bombes. Hein, donc, elle a tué différentes personnes avec des bombes, hein, Dilma Rousseff. Donc, il y avait des vrais groupes terroristes financés avec aussi des Cubains armés jusqu'aux dents qui voulaient créer un territoire un peu à l'exemple des FARC colombiennes, vous savez, à partir de la région de, je l'ai expliqué dans mon livre, donc Araguara, voilà, toute une région qui remonte jusqu'au nord pour avoir une zone délimitée financée aussi par le narco. Donc il y avait une vraie tentative de dictature. Tentative d'instauration de dictature communiste et donc l'armée a défendu la démocratie à l'époque. Donc voilà, c'est compliqué. Hein, alors, donc, on va un peu expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Les FARC ont pris par exemple un bout du territoire de la Colombie. C'est ce que voulaient faire les gens de Dilma Rousseff, c'est-à-dire tous ces communistes. C'est comme si un peu, je ne sais pas moi, on disait que l'Ardèche était devenu territoire de je ne sais pas quel groupe politique français. C'est ça? Exactement. Un groupe, par exemple, à l'époque de Robert Hue, par exemple, un parti communiste révolutionnaire, avec des financements de trafiquants de drogue. Voilà, c'est quelque chose de réel qui existe en Colombie. C'est quelque chose
d'extrêmement dangereux et avec des morts, hein, donc des civils des bombes dans des aéroports. Donc il y a Bolsonaro qui était un des seuls des politiques à apporter son soutien aux victimes de ces attentats. Et voilà. Par contre, cette gauche socialiste communistes déguisés en socialistes aujourd'hui, hein, les mêmes, donc Dilma Rousseff, Lula, etc. Ils ont essayé de certaines façons de réécrire l'histoire. Pour ça qu'on parlait des médias avant, je fais cette petite parenthèse, les médias globalistes essaient de réécrire l'histoire en disant qu'il n'y a pas eu une tentative d'instauration d'une dictature communiste, mais il y a eu au contraire une dictature militaire, ce qui est faux. Les militaires étaient avec le peuple pour défendre la démocratie et donc ils chassaient ces communistes terroristes qui mettaient des bombes. Et donc, c'était les militaires qui défendaient la démocratie, hein, il n'y avait aucune dictature. Par contre, les communistes essayaient d'instaurer une dictature avec des bombes, donc c'était quelque chose de très sanguinaire. Hein. Moi, j'ai un chapitre dans mon livre justement sur le sanguinaire terrorisme communiste. Alors, si un Français lit ça, il se dit, mais non, il exagère. Non, c'est véritablement sanguinaire. Parler ici en France de ça. Justement, à cause de ces médias globalistes qui désinforment et qui propagent une information totalement fausse. Ils réécrivent l'histoire. Même dans les manuels scolaires ici au Brésil, vous savez, justement, Bolsonaro s'est érigé contre ça pour qu'il n'y ait pas une histoire qui soit réécrite en écrivant qu'il y a eu une dictature militaire, alors que non, les militaires défendaient la démocratie. Beaucoup de manifestations aussi avec des millions de personnes. Le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba. Mais c'est drôle parce que, regarde, tu vois, ce que tu es en train de dire par rapport aux globalistes, aux médias, à ces socialo-communistes qui sont des mondialistes en réalité, ça se passe au Brésil, on a l'impression que ça pourrait se passer en France, en Allemagne, en Amérique. En fait, visiblement, ces gens-là sont implantés partout. Bien sûr, ce sont les mêmes financeurs, hein, vous savez, les globalistes, un groupe de petites personnes. Et donc, quand on voit, vous savez, Lula, l'ex-prisonnier, ici on l'appelle ex-prisonnier parce qu'il a réussi aussi à payer des juges. Il a été condamné pour corruption, hein, des milliards et des milliards détournés, envoyés à Cuba, à Venezuela, etc. Et dans ses poches aussi, sur d'autres comptes offshore. Il a été condamné, puis finalement, il a été libéré avec des juges qui sont encore en place du tribunal supérieur fédéral ici, qui ont été nommés par lui, donc c'est facile, hein, et par Dilma aussi. Et il a été reçu par Macron. Donc, vous voyez le type de… Donc, on a des photos avec Lula, avec Macron. Donc, ils sont financés par les mêmes de la finance internationale, vous savez. Donc, ce sont des personnes qui sont dangereuses et qui veulent simplement s'enrichir et qui ne veulent pas le bien du peuple. Donc souvent, on a une caricature quand Lula nous dit « oui, j'ai sorti des millions de la pauvreté ». Non, il a sorti des millions des pauvres qu'il s'est mis dans les poches. Donc il a sorti énormément des millions et des millions, des milliards. On peut le détailler. C'est vrai qu'on voit les progrès en infrastructure qui ont été faits par Bolsonaro, qui a amené des viaducs. Moi, souvent, je le raconte, par exemple, au nord du Brésil. Durant des années, le Parti socialiste a laissé des mafias en place qui vendaient des citernes d'eau plutôt que de créer des viaducs pour que le peuple local ait accès à l'eau. Alors, il faisait exprès de laisser ces mafias qui vendaient des citernes d'eau pour que les citoyens payent pour cette eau, en promettant de créer des viaducs alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Hein. Alors quand Bolsonaro est arrivé au pouvoir, voilà, en quelques mois, ça a été fait. Énormément de viaducs ont été construits. On voit des vidéos avec les enfants qui se jettent dans l'eau, Bolsonaro aussi, qui fait des batailles d'eau. Beaucoup d'images très fortes, très belles, et qui ont permis aussi de gagner des votes pour Bolsonaro dans ces régions-là qui étaient où les populations étaient rendues comme esclaves. Hein, de ces mafieux-là et de ces politiques qui ne veulent pas développer ces zones-là justement pour continuer à manipuler ces populations. Et donc, pour casser ça, pour casser cette manipulation et ce manque de développement d'infrastructures, c'est la base qui a été faite par Bolsonaro. Je parlais des favelas aussi avant, avec l'accès aux égouts, l'accès à l'eau. Ce sont des choses sociales qui ont été faites par Bolsonaro. Donc, les progrès sociaux aujourd'hui, autre chose, on dit que c'est quelqu'un d'extrême droite. Non, c'est quelqu'un du centre qui a toujours commencé sa politique au centre. Donc voilà, un autre point aussi qui n'est pas du tout compris. Justement, quelle est la carrière de Bolsonaro? De quelle famille vient-il, Bolsonaro? Est-ce qu'il a toujours fait de la politique? Est-ce qu'il a eu un métier auparavant?
Oui, c'est un capitaine parachutiste, hein. Il vient d'une famille très pauvre, hein. Son père vendait des lacets de chaussures. Il il est né dans une région très pauvre, à Vale do Ribeiro, qui est au sud de São Paulo, de l'état de Sao Paulo, comme on dit en français, et une région qui vit de la culture de banane. Donc voilà, il a l'habitude de se balader aussi dans une région avec un âne pour chasser, pour aller prendre des fruits. Il a eu une enfance voilà, dans la nature comme ça, très, très pauvre, hein. Et il a commencé la politique après sa carrière de militaire, hein. Premièrement, en tant que militaire, il demandait un salaire plus élevé pour les militaires, parce que la gauche au pouvoir à l'époque méprisait les militaires et n'augmentait pas les salaires. Donc, il a commencé comme ça en, en faisant des entretiens radio pour que les militaires aient un salaire plus haut. Et puis, ses chefs n'ont pas aimé parce qu'il n'a pas demandé leur avis pour pouvoir s'exprimer. Et donc, il a dû partir vers la politique. Il a été conseiller municipal en 1988. Donc, il a commencé. Quand je dis qu'il a plus d'expérience politique que Trump, c'est exactement ça. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la politique sans aucun cas de corruption aussi. Alors, Aucun j'avais cas une de corruption. question. Parce qu'en France, on dit que Bolsonaro est descendant de colons. Est-ce que c'est une réalité? Quelles sont ses origines ethniques? Oui, italien, oui, oui, les descendants d'Italiens qui se sont installés au Brésil. Et ça, il y a beaucoup d'immigration ici au Alors, Brésil. qu'est-ce que ça veut dire colon au Brésil exactement? Parce que ça, je pense que les gens ne le comprennent pas ici. Comme je l'ai expliqué, c'est une famille très pauvre, donc il est pas, si vous voulez, c'est pas la vision qu'on a des béquets, par Voilà, exemple. c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, c'est pas la vision qu'on a des béquets, par exemple, dans les dom-toms françaises. Donc, comme je vous disais, son père était un vendeur de lacets de chaussures. Donc, vous voyez, question richesse, c'est pas, voilà. Donc, ce sont des immigrants travailleurs, hein, vous savez, qui ont, comme beaucoup d'immigrants chinois qui sont appelés comme des colons, qui ont construit des routes ici. Donc, lui, il était au niveau rural, bien sûr. Donc, voilà, mais il n'avait pas des gros terrains comme si tous les terrains étaient à lui. C'est un propriétaire d'hectares. Non, pas du tout. C'est justement quelqu'un de très humble, de très pauvre, qui vendait des lacets de chaussures, son père. Ensuite, il a été dentiste, mais il n'avait pas de diplôme de dentiste. Vous savez qu'à l'époque, on apprenait dans la pratique, hein, en le faisant. Donc, mais il était engagé déjà politiquement, hein. Moi, il y a une première partie de mon bouquin que je raconte, comme quoi il y avait les pieds jolis et les pieds cassés. C'était deux partis politiques de l'époque. En fait, les pieds cassés, ils avaient les pieds tout sales, sans chaussures, et les pieds jolis, ils avaient des jolis pieds dans cette petite ville où il habitait, hein, le père de Bolsonaro. Et donc, à l'époque déjà, il défendait. Il était un petit peu dans la politique, mais il était vraiment très pauvre et puis à son niveau. Mais même quand il a été attaqué, le père de Bolsonaro, on l'a mis au commissariat parce que des autres groupes ont dit qu'il était dentiste, mais qu'il n'avait pas de diplôme. Mais c'était normal à l'époque, c'était juste une attaque politique. Et donc, même à l'intérieur du commissariat, il a enlevé les dents du commissaire, il a enlevé les dents des policiers à l'intérieur du commissariat même. Donc, il était aimé partout. Il était arracheur de dents plutôt, c'est pas vraiment un dentiste. Voilà. À l'époque, c'était dents. juste ça. Oui. C'était pas très élaboré. Oui, c'était l'activité principale. Et donc, oui, Bolsonaro n'est pas une famille riche. Il n'a aucun cas de corruption dans toutes ces années. Imaginez 30 ans de politique comme conseiller municipal, puis député fédéral. Donc voilà, en étant dans différents partis qui ont essayé de l'acheter. Moi, je le détaille aussi dans mon livre, hein. Certains partis ont essayé de l'acheter. Avec des mallettes pleines d'argent. On a voulu lui confier la gestion de l'aéroport de Rio de Janeiro, mais pour que l'habitude, c'était de donner des contrats à des amis. Donc voilà, ça n'a pas été fait sous sa gestion. Il a toujours une gestion exemplaire. Donc avant ça, il était militaire, il était capitaine parachutiste. Mais qu'est-ce qui a changé dans la gestion brésilienne entre les années Lula et la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dilma Rousseff, oui, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Alors, voilà, c'est-à-dire la gauche et lui, et son arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Alors, depuis le début, Bolsonaro, déjà, quand il était à l'armée, il a combattu ces communistes terroristes, comme je l'ai expliqué un petit peu au début, hein, qui mettaient des bombes, etc., qui voulaient créer une dictature communiste au Brésil.
Et donc, il a toujours été contre les communistes. Il s'est toujours inscrit contre les communistes depuis le début de sa carrière politique. Et donc, ces communistes-là sont les rois de la corruption. On a des milliards et des milliards qui ont été détournés. Donc, un procès, des procès presque tous les 2-3 jours à l'époque de Dilma Rousseff, des scandales de corruption tous les 2-3 jours avec des sociétés immobilières, avec des financements qui normalement étaient brésiliens du BNDES et le Banque nationale de développement, des sous qui sont envoyés à Venezuela ou à Cuba, donc énormément de corruption. Et puis, je vous ai parlé aussi des viaducs qui n'ont pas été construits, des égouts qui n'ont pas été construits, énormément de projets en France, même au Brésil, des routes qui n'ont pas été construites, alors que Bolsonaro a fait tout ça. On a un ministre de l'infrastructure qui maintenant va se présenter comme gouverneur de Sao Paulo aux élections, Tarcísio, qui était le ministre des infrastructures de Bolsonaro. Et énormément de routes qui ont été construites, énormément de viaducs qui ont été construits, énormément d'égouts qui ont été construits. Donc voilà, je détaille tout ça dans mon livre. Le Brésil est vraiment, a vraiment des investissements très, très forts dans les infrastructures. C'était ce qui manquait, mais le Brésil est un pays immense, donc c'est compliqué dans certaines zones de construire des routes, et donc ça n'avait pas été fait toutes ces années. C'est ce qui retardait un petit peu le développement économique du Brésil. On a aujourd'hui des coûts, par exemple, de transport du soja qui sont moins chers par rapport aux États-Unis. Donc on a des progrès extraordinaires qui ont été faits et qui vont continuer d'avancer avec des projets de trains, de voies ferrées, de voies maritimes aussi. Donc on a et le Brésil est un des plus gros exporteurs il exporte peut-être la moitié des denrées alimentaires du monde. Donc, Mais ça, c'est vrai, tu as raison. Mais en France, on te dit oui, en effet, les infrastructures, mais il le fait au détriment de l'écologie. ce qui est Qu'est-ce que tu en totalement penses, faux. toi, justement Voilà, les plus gros voleurs des richesses de l'Amazonie, ce sont les mêmes financeurs de Macron, les mêmes financeurs de Lula. Ce sont ces financiers qui volent illégalement les richesses de l'Amazonie. Donc, sous Bolsonaro, on a les plus gros programmes qui ont été créés de préservation de l'Amazonie. Actuellement, avec Elon Musk, on a aussi les satellites qui ont été lancés récemment, mercredi dernier, pour justement surveiller ces zones-là. Ce sont des zones immenses aussi qui représentent presque la moitié de l'Europe. Ça va sur d'autres territoires aussi, d'autres pays, mais c'est une zone très, très, très grande à surveiller. Donc, c'est compliqué. Mais on a par contre il y a des histoires aussi un peu marrantes avec des Indiens, on dit des indigènes, voilà, qui sont dans ces zones d'Amazonie. Moi, je l'explique aussi dans mon livre. Pour montrer un peu la corruption de certains politiques locaux, par exemple, on a des Indiens qui ne sont même pas d'Amazonie, qui ne sont même pas du Brésil, qui ont été ramenés du Paraguay pour mettre dans certains coins qui ne sont pas du tout à eux, qui ne sont pas leur territoire, mais pour dire, voilà, ça ce sont, donc je l'explique dans un chapitre de mon livre, ils ont été mis dans un territoire en disant, voilà, ce territoire, ça a des Indiens, mais beaucoup de journalistes ont expliqué qu'en fait, ces Indiens étaient ramenés du Paraguay et que le chef a été financé par, voilà, je ne vais pas dire qui, et il y a une entreprise internationale qui va pouvoir extraire du nobium, donc c'est des minéraux qui sont utilisés pour les batteries. Voilà, le Brésil a énormément de réserves. C'est pas seulement, souvent on parle de l'orpaillage d'or ou non, c'est plutôt ces minerais-là qui sont utilisés, qui sont pris illégalement par des entreprises internationales et avec en achetant des Indiens, entre guillemets, des faux Indiens, quoi. Il y a des défilés à Sao Paulo de partis socialistes où la fille s'était déguisée en indienne. Alors, mais elle avait tellement mal fait, elle avait son iPhone à côté, donc c'est ridicule. Il y avait totalement une manipulation des médias concernant ces sujets-là, qui sont pourtant des sujets clés, vous savez, mais Bolsonaro a toujours revendiqué la souveraineté du Brésil. Il dit en premier cas, le Brésil, c'est à nous. C'est déjà la première chose. Est-ce que c'est pour ça, peut-être parce qu'il réclame cette souveraineté, il dit le Brésil, c'est à nous, qu'il est attaqué comme ça par les Occidentaux, enfin par les médias occidentaux? Exactement, je voulais rajouter un autre point justement. Ce qu'il dit, c'est que nous, les pays développés, moi je m'inclus dedans, maintenant c'est comme si j'étais brésilien, nous, les pays développés, on a du retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays occidentaux, eux, ont tout brûlé, ont tout pollué
pour avoir leur croissance. Et maintenant, c'est facile, une fois qu'ils ont tout brûlé, tout pollué, de dire aux autres pays, écoutez, n'ayez pas de croissance, ne brûlez pas comme nous on l'a fait. Attendez, c'est un petit peu hypocrite. Alors que les accords de Paris, c'est marrant quand Trump s'était retiré des accords de Paris, la Chine avait des accords totalement, allez, distordants, on peut dire, totalement aberrants, comme quoi elle pouvait polluer énormément plus que les autres. Donc il y a beaucoup de magouilles, hein, beaucoup d'hypocrisie. Donc voilà, oui. Et Bolsonaro maintient la souveraineté du Brésil, il a raison. Et voilà, j'ai parlé de la corruption, par exemple, de certains chefs indiens qui étaient ramenés du Paraguay. Alors, il y a encore pire que ça, hein. Pour délimiter ces régions, il y a une histoire avec l'armée, comme quoi l'armée voulait que ces régions soient délimitées en cercle pour prendre une zone vraiment très précise. Voilà, cette zone, c'est une réserve indienne des Indiens d'Amazonie. OK, ce territoire, il est là, il est rectangulaire. Non, il est rond. Voilà, en étant rond, on arrive à cibler un peu plus, alors qu'eux voulaient que ce soit rectangulaire. Donc, toute une magouille, ça n'a rien à voir avec les territoires ancestrales des Indiens. Il y a même un chef indien dans la région de Sao Paulo qui a dit que le territoire lui appartient parce qu'il l'a vu en rêve. Il l'a vu en rêve, simplement, alors que on pourrait faire un test ADN, voir d'où il vient exactement, si réellement ses ancêtres sont de cette région, etc. Non, il dit, donc on est totalement dans un blablabla, voilà, abracadabrantesque. Mais est-ce que le Brésil est la proie justement de ces mondialistes? Est-ce que ces mondialistes veulent s'accaparer le Brésil? Parce qu'on sait que le Brésil, c'est quand même un territoire immense, c'est très peuplé. Bolsonaro donc est une sorte de souverainiste. Est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, des Américains d'avoir le Brésil sous son escarcelle? Bien sûr, pas seulement les Américains. Quand Macron parle de l'Amazonie, à chaque fois, on sait que ce sont des entreprises françaises qui exportent illégalement le bois, qui exportent illégalement, voilà, avec des accords d'Indiens locaux, de faux chefs indiens locaux, avec des juges locaux. Donc oui, il y a une mafia internationale qui était plus puissante, voilà, qui roulait librement à l'époque de Lula et Dilma, qui étaient même encouragés parce qu'ils prenaient leur commission aussi. Donc, et aujourd'hui, ça s'est arrêté tout ça. Donc, on a des records d'appréhension aussi de bois illégal, et des chiffres aussi comme quoi, par rapport au territoire français, le Brésil a beaucoup plus de pourcentage qui est préservé que la France, par exemple. Donc, on a tout les chiffres qui ne mentent pas et qui expliquent que le Brésil respecte beaucoup plus son territoire que la France, par exemple, ou que d'autres pays. Donc voilà, oui. Tout ça, c'est chiffré, je l'explique. Donc voilà, puis j'ai des cas avec des anecdotes, comme je l'ai parlé de ces Indiens du Paraguay. C'est vrai que ce cas, il est vraiment marrant. Et on a souvent des Français qui nous disent oui, mais l'Amazonie, il faut la protéger. Justement, le Brésil est un des pays qui protège le plus l'Amazonie, qui protège le plus aussi les Indiens, hein. Il y a des vrais Indiens, bien sûr, qui ont vécu dans cette région, qui vivent toujours, hein, et qui sont encouragés aussi avec des aides financières du gouvernement, alors qu'avant, c'était pas fait. Alors qu'auparavant, c'était un gouvernement socialiste qui se disait aider les plus pauvres, qui se disait aider les communautés, etc. Non, il ne le faisait pas. Donc, voilà, ce sont des éléments qui ne mentent pas. Donc, du coup, voilà, Bolsonaro, en gros, tu le dis, c'est un centriste. Oui. Ici, en France, on dit que c'est une sorte d'extrême droite à la Trump. Oui. Pourquoi cette image? Alors, c'est marrant, on avait le tweet d'Elon Musk la dernière fois en disant que, vous savez, à l'époque, il était un peu à gauche, mais près du centre. Et puis, progressivement, l'extrême gauche s'est tellement éloignée du centre, est devenue tellement extrême, l'extrême gauche, que ceux qui étaient au centre sont vus par ces extrémistes de gauche comme des extrémistes de droite. Alors, il a montré ce petit graphique évoluer en fonction des années. C'est vraiment quelque chose de marrant. Alors, tout ce qui ne fait pas plaisir, tout ce qui est contre l'intérêt de ces profiteurs, de ces voleurs, c'est à l'extrême droite. Donc, c'est compliqué, hein. Ou alors on est conspirationniste, ou alors on est… alors que je viens de vous expliquer qu'il a une politique énormément sociale, hein, de donner l'accès à l'égout pour les favelas, des aides aussi financières. Et aussi des terres, je crois. Voilà, en détruisant les favelas et en construisant des petits immeubles, en leur donnant accès au logement pour les propriétaires ruraux aussi, voilà, qui étaient manipulés par l'extrême gauche avant.
au niveau politique. Dans la même chose qu'au nord du Brésil. Au nord du Brésil, les gens devaient payer pour des citernes d'eau au lieu de construire des viaducs. On avait des propriétaires ruraux qui demandaient des terrains, qui voulaient s'installer et qui étaient manipulés politiquement aussi par la gauche, hein, qui les obligeaient à occuper certains terrains pour faire des manifestations, pour demander des choses politiquement en regroupant le plus de gens possible. Donc, c'était des manipulations en exploitant la misère de ces gens-là. Bolsonaro a arrêté, a dit, bon, ça fait des années que vous revendiquez ce terrain-là est à personne, ok, on peut vous donner cette zone-là, voici votre certificat, voici comment on peut s'arranger. Donc oui, c'est un gouvernement social depuis le début. Il était dans le social aussi à l'époque où les partis de l'armée, hein, quand les partis de l'armée demandaient des salaires plus élevés pour les militaires. Donc dès le début, on pourrait dire que c'est quelque chose de très social, de très engagé. Il aurait pu être un militant syndicat pour les militaires. Voilà, dès le début, c'est inscrit dans la défense de la famille aussi. Après, on pourrait discuter du LGBTisme, etc. Alors, comme ils n'ont pas de cas de corruption en fait à lui reprocher, comme je l'expliquais, 30 ans d'homme politique, 30 ans de politique sans aucun cas de corruption pour Bolsonaro. Ils vont dans les adjectifs génocidaires, homophobes, il serait transphobe, il serait nazi même, alors qu'il a visité Israël plein de fois avec une kippa pour montrer qu'il aimait bien aussi le développement technologique d'Israël, etc. Donc voilà, toujours une narrative qui est créée, qui est totalement ridicule, qui tombe par elle-même en appelant Bolsonaro d'homophobe, alors que lui aussi, il a énormément fait pour les homosexuels ici au Brésil. Hein. Donc voilà. Donc en fait, voilà, c'est totalement usurpé. Mais du coup, quel serait, parce qu'on dit voilà, que c'est une sorte de Trump brésilien, quelles seraient les ressemblances, justement, les points communs avec Trump, alors moi, hormis sa communication? Oui, bon, il est grande gueule, hein, il est franc-parler, donc c'est ça qu'il a fait. Et puis, comme Trump, il est anti-globaliste, il est pour la souveraineté de son pays. Donc ça, c'est un premier point en termes de traits de caractère. Ensuite, les deux ont fait l'armée. Hein. Trump a fait, bon, bien sûr, c'était moins de temps que Bolsonaro qui a réellement fait une carrière de capitaine parachutiste. Mais en plus de ça, alors ce sont les médias ce sont eux-mêmes les mainstream médias qui ont dénominé Bolsonaro de Trump tropical. Donc c'est pas un terme que moi je reprends ou que toi tu reprends, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, dans les médias, etc. Alors moi je dis souvent que Bolsonaro est mieux que Trump. Et là les gens comprennent pas. Ils disent, attends, que Bolsonaro est mieux que Trump. Pourquoi? De par son expérience politique, ça fait 30 ans qu'il est homme politique, il connaît ses ennemis. Moi, ce que je dis, c'est qu'il a plus d'expérience que Trump au niveau politique. Et donc, sur ce point-là, je peux le développer. Mais c'est un aspect que les gens ne connaissent pas. Ils pensent que Bolsonaro sort de nulle part. Ça fait 5 ans qu'il est là. Non, ça fait 35 ans. C'est en 1988 qu'il a été conseiller municipal pour la première fois. Donc, il a énormément d'années d'expérience. Il a combattu avant, lorsqu'il était dans l'armée, les terroristes communistes qui jetaient des bombes pour créer une dictature communiste au Brésil. Donc, il les connaît. Alors, explique-nous un peu le système politique brésilien, parce qu'il est quand même très différent du système français. Le système français est quand même un pays très centralisé, alors que le Brésil, c'est un pays fédéral. Comme les États-Unis. Ensuite, tu as parlé des conseillers municipaux. Alors, conseiller municipal au Brésil, c'est pas vraiment comme en France. Au conseil municipal, c'est à des miracles, mais c'est quand même de moindre importance. Je veux dire, il n'y a pas de conseil municipal n'a pas de pouvoir, bon, sauf s'il est délégué et encore. Voilà, explique-nous un peu le différentiel de l'organisation politique au Brésil avec ce qui se passe en France. Oui, je vais donner premièrement une anecdote et puis ensuite, si j'oublie la question, tu me remets sur le droit chemin. Voilà. J'ai une anecdote marrante quand il était conseiller municipal. La première année, justement, il est rentré conseiller municipal de Rio de Janeiro. Il avait l'habitude, quand il était soldat, de débarquer, quand il était capitaine, de débarquer dans la caserne des soldats pour une inspection surprise. Alors, il avait entendu parler des emplois fictifs à la chambre municipale et il voulait avoir accès aux documents, aux fiches de paye, en fait. Mais personne ne le laissait rentrer, les fonctionnaires ne le laissaient pas rentrer dans la salle des ressources humaines. Un beau jour, comme il avait l'habitude d'aller dans la caserne
de façon surprise. Il se dit, oh, je vais rentrer par surprise dans la salle des ressources humaines. Il rentre, il ferme la porte à clé pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir rechercher les documents. Alors, quand il rentre, plein de fonctionnaires qui partent en courant, qui veulent s'enfuir, qui veulent emporter des documents, mais il a réussi à s'enfermer et à regarder tout ça. Certains fonctionnaires ont même voulu appeler la police, mais la police n'a rien pu faire parce que c'était voilà, un conseiller municipal qui faisait simplement son travail, il essayait de montrer plus de transparence et combattait la corruption. Donc, il n'y a pas eu de détérioration du patrimoine, etc. Il était juste en train de rechercher les documents. Et donc, ça, c'est un épisode marrant qui montre qu'il est dès le début dans le combat contre la corruption, quoi. Donc voilà, en tant que conseiller municipal, maintenant voilà, quand on parlait des différents groupes, comment ça fonctionne, voilà, j'ai pensé quand il était conseiller municipal, cette petite anecdote sympa. Donc, c'est comme les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas jacobin comme en France, hein, c'est très décentralisé. Donc, les régions ont vraiment un pouvoir beaucoup plus grand qu'en France. Hein. On a, voilà, parce que les régions ont aussi leurs députés. Voilà, et on leur chambre, on leur assemblée législative. Parce que tu as donc du coup les députés des régions et tu as les députés fédéraux. Fédéraux, voilà, exactement. Avec l'Assemblée législative locale. Hein. Donc, Bolsonaro ensuite a été député fédéral. Hein. Donc, il a évolué dans sa carrière politique avec à chaque fois des records de vote. Hein. Donc, il a toujours eu un appui populaire et de plus en plus croissant. Et avant Internet, et quand Internet est venu avec ses phrases choc, avec son franc-parler, il a vraiment eu un buzz énorme, mais en disant simplement la vérité. Hein. Donc, il montrait simplement que le Parti socialiste était des anciens terroristes communistes qui volaient tout simplement. Et donc, il a dénoncé tout ça. Il a dénoncé aussi l'hypocrisie de leur posture. Et donc, le public l'a senti, l'a aimé. Donc, voilà. Mais le Brésil, oui, c'est un pays beaucoup plus décentralisé. Actuellement, il y a par exemple le tribunal supérieur fédéral. Ce sont des membres, un peu comme aux États-Unis, hein, qui ont été nommés par différents chefs d'État. Et donc, beaucoup ont été nommés par Lula et par Dilma. Donc, ils se battent, ils essaient de créer aussi des narratifs contre Bolsonaro, ils essaient de ralentir tout, de freiner au maximum les réformes pour pas que ça passe, ou faire des procès pour rien du tout, des tentatives d'impeachment aussi, voilà, comme ils avaient fait contre Trump. Ils essayent aussi ici de le faire au Brésil. Mais bientôt, ils vont être remplacés. Il y en a certains qui vont partir à la retraite de ces ministres du tribunal fédéral. Donc, voilà, ils ont été nommés par les corrompus d'avant. C'est-à-dire qu'il y a le tribunal fédéral, il y a des ministres de tribunaux fédéraux, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Et leur rôle, quel est leur rôle exactement? Alors, c'est là où c'est compliqué parce qu'ils se donnent des rôles qui sont totalement en dehors de la Constitution. Et à chaque fois, Bolsonaro… C'est une sorte de conseil constitutionnel, c'est ça? Oui, c'est même plus que ça, parce qu'ils se donnent le pouvoir eux-mêmes de juger certains députés. Par exemple, il y a un député, Daniel Silveira, qui a été plusieurs fois mis en procès simplement pour avoir parlé, pour avoir donné son opinion. Il les a dénoncés, il a dit que voilà, que ces juges-là sont corrompus. Il travaillait pour un groupe qui s'appelle le PCC, qui est un groupe de narcos, hein, tout simplement. Donc, un des ministres, Alexandre de Moraes, qui a été, avant d'être ministre du tribunal supérieur fédéral, il a été un avocat qui défendait ce groupe de trafiquants, donc cette mafia. Donc, et ensuite, il a été mis à ce poste par Lula. Donc voilà, il y a une mafia terrible. Et donc, ce Alessandro de Moraes, qui est un ministre du tribunal supérieur fédéral, il se prend pour Dieu. Hein. Donc, je vais donner un exemple concret. Il y a un député de Rio de Janeiro qui s'appelle Daniel Silveira, qui a simplement dénoncé dans des lives ce passé trouble de Alexandre de Moraes, de ce ministre. Et à partir de ces vidéos, il a été mis en procès. Donc, avec toujours les mêmes titres, hein, fake news, incitation à la haine contre un ministre, atteinte à la démocratie, un député ne peut pas faire ça, avec les médias bien sûr corrompus qui relaient, ça c'est avec des titres comme une milice agressive de Bolsonaro, l'extrême droite agressive qui attaque la démocratie, alors que non, il dénonce
un corrompu qui a été nommé par Lula, qui travaillait auparavant pour une mafia du PCC et qui aujourd'hui donc fait un procès contre ce député. Il essaie en fait de fermer sa voix, de le faire taire. Il essaie de lui faire, il l'a obligé à mettre un truc électrique au pied, vous savez. Alors sans raison, ouais. Oui, un bracelet électronique, voilà. Il lui met aussi des amendes exorbitantes, 100 000, 500 000. Il l'a mis en prison déjà, voilà, donc il a été enfermé plusieurs mois simplement pour avoir exprimé son opinion. Donc c'est un député qui a été élu par le peuple, alors que ce ministre n'a pas été élu par le peuple. Hein. Ce ministre a été nommé par Lula, qui est un corrompu. Qui a été condamné. Hein. Lula était en prison et il est sorti de prison justement grâce à ce même ministre et d'autres ministres hein, qui l'ont fait sortir en disant qu'il avait été attaqué politiquement alors qu'il y a des preuves qu'il a volé des milliards et des milliards. Donc voilà un exemple de contourner la Constitution, de quelque chose qui est totalement illégal, où un ministre du tribunal supérieur fédéral va attaquer un député et fait différents procès contre lui. Et encore aujourd'hui, alors Bolsonaro a gracié ce député, il a dit un basta, il a dit écoutez, moi je joue à chaque fois dans les lignes de la Constitution. Moi, ce que je fais comme président Jair Messias Bolsonaro, c'est réglo, c'est à l'intérieur de la Constitution. Moi, je laisse les autres pouvoirs faire ce qu'ils ont à faire. Je ne transgresse pas, je ne vais pas leur voler leur préjorative ou m'occuper de ce qu'ils font. Donc voilà, mais les attaques viennent de ces ministres du tribunal supérieur fédéral qui attaquent des députés, qui les poursuivent, alors que Jair Bolsonaro avait gracié justement ce député en disant « Ok, moi j'ai le droit à la grâce présidentielle, j'ai la possibilité de donner la grâce présidentielle à qui je veux, je vais la donner à ce député, Daniel Silveira, et comme ça, c'est fini. Tous les procès vous les enlevez, c'est fini, voilà, je l'ai gracié. Même en l'ayant gracié, ce ministre, Alexandre de Moraes, continue à lui mettre des procès. Il a augmenté à nouveau les peines, donc il ne respecte rien. Ça veut dire que ces gars-là ont l'air d'être très puissants, peut-être même plus puissants que le président, non? Exactement. Ils ne sont pas plus puissants que le président. Il y a un jeu justement où Bolsonaro veut montrer, parce que c'est difficile que les gens se rendent compte, il fait exprès de faire en sorte que ça répète plusieurs fois pour montrer que lui joue dans les règles de la Constitution et que ceux qui dépassent cette ligne-là sont justement les ministres. Il veut les exposer, ces ministres du tribunal fédéral. Donc, plusieurs fois aussi, il a porté plainte lui-même. Il a essayé de… Mais l'intérêt, c'est surtout au niveau médiatique que les gens, de plus en plus, se rendent compte, la majorité s'en rend compte, hein, la popularité de Bolsonaro monte et ils se rendent compte que qui sont les corrompus et qui défend la souveraineté du pays et le pouvoir d'achat aussi des Brésiliens qui augmente grâce à Bolsonaro. Au niveau économique aussi, le Brésil est un des pays qui a mieux réagi économiquement face aux dernières années qu'on a connues. Bien sûr, la crise. Et donc, il a été salué aussi par le FMI, par sa réponse économique. Aujourd'hui, par exemple, le Brésil, contrairement à la France, est peu endetté. Oui, extrêmement peu endetté. Hein. Et quand la France, on voit qu'elle est autour de 130%, c'est terrible. Le Brésil est extrêmement peu endetté. Et le Brésil aussi, face au dollar, ça c'est intéressant, c'est quelque chose que les gens n'ont pas trop vu, est une des monnaies qui a le mieux évolué ces dernières années, qui a le plus… le dollar continue de baisser face au réal. Donc voilà, mais ça, c'est le reflet de l'investissement dans l'infrastructure. En parlant de ça, est-ce que vous avez, vous aussi, des problèmes d'inflation actuellement au Brésil? Oui, on en a. Elles sont moins fortes qu'avant, mais cela va être réglé. Vous savez, dans tous les pays, Bolsonaro, souvent, il explique ça en disant c'est la politique du fique em casa que a economia a gente vê depois. Restez à la maison, l'économie, on la voit ensuite. Alors, il dénonce ça et il dit mais c'est ridicule. Et dès le début, lui, il a dit il faut s'occuper des deux en même temps. C'est pas on arrête tout et puis l'économie, on voit après. Ça fonctionne pas. On n'est pas sur une autre planète. Ça vit ensemble. Donc, il faut faire les deux en même temps. Et dès le début, il avait dit il faut faire les deux en même temps. Et bien sûr, on l'a accusé de génocidaire. Alors que c'est lui qui a donné le plus d'argent aussi aux régions. On a expliqué que c'est un fonctionnement décentralisé. Donc, lui, il a donné de l'argent fédéral aux régions pour que les régions s'occupent du Covid, mettent des hôpitaux avec plus d'infirmiers, etc., plus de docteurs. Et ces gouvernements-là, par exemple, le gouverneur de Rio a été
en procès et il a perdu son mandat parce qu'il a détourné énormément d'argent qui avait été donné par le gouvernement fédéral de l'exécutif, donc de Jair Messias Bolsonaro, pour avoir une réponse au Covid. Donc, il a donné énormément de milliards et milliards à certaines régions et ces gouverneurs qui sont d'autres partis politiques, hein, les mêmes, hein, toujours les mêmes, ils ont détourné. Et donc, ce gouverneur de Rio, par exemple, a perdu son poste. On a aussi plus de 80 opérations de la police fédérale avec différents noms d'opérations pour Ça veut dire rechercher. que C'est encore en cours aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que les politiciens soupçonnés de corruption sont très vite arrêtés, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme ici où, par exemple, on a le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est mis en examen Bolsonaro et qui est remis au gouvernement quand même. Bolsonaro est quand même aux commandes, mais on a, je vous ai parlé de ces ministres du tribunal supérieur fédéral qui ralentissent, qui bloquent, qui même font et qui aident au niveau communication à désinformer. Mais je voulais vous parler aussi d'une anecdote marrante, comme on parlait de l'épidémie, mais sans. On avait même à l'époque certains gouvernements aussi ne voulaient pas qu'on ouvre les cercueils. Et la police fédérale a découvert que dans les cercueils, on avait quoi à votre avis? Une petite farine, une petite chose blanche hein, qu'on se met dans le nez. D'accord. Donc dans les cercueils. J'imagine que ça plairait à notre ami Gérard Fauré, dealer des stars. Ce serait de la poudre aussi. Et tout ça, voilà, et tout ça en étant favorisé par le gouvernement d'une certaine région. Donc voilà, des cercueils durant le Covid qui étaient utilisés comme prétexte qu'on ne pouvait pas ouvrir, ils étaient scellés. Et à l'intérieur, il y avait de la cocaïne. Donc, la police a vu ça. Donc, c'était une petite anecdote marrante. Comme quoi, les gouverneurs des régions d'autres partis ont fait vraiment n'importe quoi durant cette épidémie, alors que Jair, il a toujours défendu qu'il fallait que ce soit prendre soin de la santé, mais prendre soin de l'économie en même temps. Il est contre le confinement, voilà, pour le traitement précoce. Est-ce qu'il y a beaucoup de chômage aujourd'hui au Brésil ou non, ça a extrêmement baissé. On a des chiffres récents qui montrent que ça a extrêmement baissé. Même avec le Covid, etc., on a eu une aide qui a été donnée par Bolsonaro durant le Covid, des milliards et des milliards pour des personnes qui en plus, n'avaient pas accès à des comptes bancaires. Donc, il a créé des comptes digitaux. Il leur a donné l'accès à des banques digitales en leur donnant chaque mois des sous. Sont par exemple pour les freelances. Nous, par exemple, pour notre buffet traiteur, on a pas mal de freelances qui ont été sans revenus durant toute cette période. Donc, il y a eu une aide directement du gouvernement fédéral. Donc voilà, c'est une bonne chose avec et un système qui a été salué aussi et qui a été meilleur que voilà, les autres pays développés n'ont pas du tout fait ça. Donc ça a été vraiment très rapide. On a ici des médias qui nous disent oui, mais Bolsonaro est raciste et compagnie. Pourtant, c'est drôle parce que moi, je remarque, par exemple, nombre de footballeurs brésiliens qui vivent en France, qui sont noirs ou métis, votent Bolsonaro ou disent voilà, moi je vais voter Bolsonaro. Alors, d'où vient cette rumeur comme quoi il serait raciste? Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans les médias occidentaux on dise ça? Je l'avais abordé un peu avant. Comme ils n'ont aucun cas de corruption à lui reprocher, on a tous les adjectifs. Moi, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose, une phrase qu'il ait dite? Moi, j'ai cherché du coup, et je voulais savoir, et en fait, je n'ai pas trouvé. Donc, je pose la question. À chaque fois, il n'y en a aucune. Quand la même chose, quand on l'accuse d'homophobe, quand on l'accuse de génocidaire, alors que je viens d'expliquer qu'il a débloqué énormément de milliards pour les régions. C'est un système décentralisé. Ce sont les régions qui vont s'occuper de financer les hôpitaux, d'avoir des réponses. Donc voilà, alors lui, il a été pour le traitement précoce, on l'a expliqué, il a libéré, voilà, il a parlé de l'hydroxychloroquine aussi. Et bon, on va pas revenir sur ces points. Mais alors voilà, comme les médias, moi je les appelle les médias globalistes, sont financés par certains qui ont des intérêts de corruption.
on a des accusations, des narratifs, en fait, sont simplement des titres de journaux. Vous savez, les personnes ne vont pas lire plus que ça, c'est simplement un titre, et ils vont le répéter plusieurs fois. Bolsonaro génocidaire, Bolsonaro homophobe, nazi. Donc moi, j'ai certains chapitres justement dans mon livre, hein, un chapitre sur est-ce que Bolsonaro est nazi, est-ce que Bolsonaro est homophobe, est-ce que Bolsonaro est génocidaire. Donc je vais démonter tout ça. Il y a un épisode marrant quand il était dans l'armée, hein, comme quoi il y avait un soldat noir qui était en train de se noyer. Bolsonaro s'est jeté à l'eau, lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, ce soldat noir, c'est un ami à lui. On le voit souvent en photo, on le voit souvent près de lui. Donc, pareil au niveau d'homophobie, il y avait un député qui est mort aujourd'hui malheureusement, qui s'appelait Clodovir, qui était homosexuel, mais qui était quelqu'un de respectable. Pourquoi? Parce que il maintenait ça dans sa vie privée et il disait qu'il ne fallait pas manipuler politiquement ses orientations sexuelles et que ça relevait de l'ordre du privé. Et il était très ami de Bolsonaro. Il blaguait souvent ensemble à l'Assemblée législative. Il blaguait. Par exemple, Bolsonaro lui disait, ou Bolsonaro arrivait dans un cabinet un beau jour, il disait et Clodeville lui disait mais qu'est-ce que vous faites là? Et Bolsonaro lui dit c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que je suis pas venu pour faire ce que vous pensez. Donc il blaguait, mais c'était bon esprit, c'était respectueux. Donc voilà, il est pas du tout homophobe. Alors j'ai des gens sur le chat qui nous disent Bolsonaro c'est pas vraiment Trump, mais c'est plus Poutine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, parce que Poutine a une expérience d'années de politique aussi, hein, donc oui, il est moins dans le monde du showbiz aussi, Bolsonaro, que Trump, qui avait des émissions télé, etc. Et c'était pas un homme d'affaires aussi avant, c'était quelqu'un qui avait une carrière publique de capitaine parachutiste. Donc oui, c'est vrai, il y a plus de points. Il y a plus de points en commun avec Poutine, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi cette comparaison-là. Après, ce sont les médias. Poutine est moins compris encore que Trump est déjà pas compris. Poutine est encore moins compris que Trump par les médias globalistes. Alors, imaginez Bolsonaro. Mais c'est vrai, oui. Mais les médias l'ont quand même appelé de Trump tropical. Et même Trump lui-même avait entendu cette expression une fois et avait réagi dans une vidéo en disant « Ah, c'est vrai, il dit ça de Bolsonaro. Moi, je l'aime bien, il disait ça, oui, il défend son pays, il défend sa souveraineté. » Donc oui, il y a beaucoup de points à faire. Il y a beaucoup d'accords aussi avec la Russie. Par exemple, sur l'invasion en Ukraine, Bolsonaro est resté dans la neutralité. Il n'a pas dénoncé, il n'a pas dit… Quel est son avis justement sur ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, je l'avais dit dans une vidéo, il est dans une vision vraiment multipolaire. Alors après, il faut faire attention entre ce que l'on dit pour les médias et ce qu'on le fait derrière aussi. Donc il y a souvent un double discours et puis de toute façon une coopération internationale. Donc on sait que par exemple certains pipelines circulent encore en Ukraine et donc il y a beaucoup de désinformation aussi. Le Brésil, par exemple, moi je cite souvent cet exemple. Souvent on dit oui, Bolsonaro est contre les socialistes, contre les communistes, mais il est quand même humain, il a quand même un grand cœur. Par exemple, en Argentine, actuellement, il manque de gaz. Bolsonaro, il a dit, bah, il n'y a pas de souci, nous, on vous fournit du gaz. Donc, il est dans le multipolaire, multilatéral, et il veut juste pas se mouiller, il veut pas qu'on le mette dans une case en disant, oui, il est pro-russe. Oui, il est pro-russe, oui, c'est vrai. Mais il est aussi ouvert à une discussion avec Biden. Voilà, il faut travailler avec tout le monde, hein. Après, bien sûr, il est souverainiste, il est pas corrompu. C'est sûr. Mais aujourd'hui, comment il est vu par la population? Est-ce qu'il va se représenter là bientôt aux élections? Et est-ce que tu penses qu'il sera réélu? Oui, il est. Alors, il y a un élément, c'est que je cite pas mal. Par exemple, durant la pandémie, il y avait des manifestations ici avec des records, 2 millions de personnes dans les rues qui voulaient proclamer leur indépendance et leur soutien à Bolsonaro. Bolsonaro était là aussi, il est apparu dans la manifestation. Voilà, j'ai des photos dans mon bouquin, des millions et des millions de personnes à São Paulo durant la pandémie, donc rien qu'à cette époque. Il fait aussi des balades en moto. Il y a des milliers de personnes qui vont le suivre avec des photos impressionnantes dans certaines municipalités. Donc, quand il va dans les rues, il y a vraiment énormément de personnes. Vous savez, on se rappelle de l'époque des meetings de Biden, vous voyez, où il y avait personne, il y avait 10 personnes. C'est un peu comme Trump quand il fait des rallyes. Voilà, ici, Bolsonaro, il a des milliers et des milliers de personnes. Alors que l'ancien président Lula,
il ne fait pas. Il fait des lives, c'est marrant de regarder les lives de Lula, vous regarderez un petit peu. Il a 100 personnes qui sont live, ou alors 100, alors 1000, presque rien de visualisation, alors que Jair Bolsonaro est un des présidents qui a le plus de followers, que ce soit sur Telegram, sur Facebook, sur Twitter. Il a des millions et des millions de followers, et des vrais, hein, pas des robots avec des réponses, etc. Donc, il est adoré, il est aimé parce qu'il a un franc-parler. Et aujourd'hui, qui est l'électeur moyen? Enfin, l'électeur, en gros, est-ce qu'il y a un profil d'électeur de Bolsonaro ou c'est très divers? Bien sûr, c'est très familial. On a une expression qu'on dit as tias du WhatsApp. Ce sont les madames du WhatsApp, vous savez, on peut dire les ménagères. Voilà, la ménagère de plus de 50 ans, vous savez, qui est sur son WhatsApp et qui, à chaque fois, envoie des vidéos de Bolsonaro parce que justement, il défend la famille, parce que il défend la femme aussi. J'ai un chapitre dans mon livre sur la dignité de la femme qu'il a toujours défendu. Ça aussi, on pouvait dire, ah oui, on l'accuse de machiste aussi. Alors que c'est extrêmement faux. Donc voilà, il y avait une députée qui l'accusait même de violeur un jour, une députée totalement folle, alors que un cousin non, c'est même pas un cousin, c'est le frère de cette députée qui a été accusé de détournement de mineurs dans une voiture avec 2 mineurs semi-nus, etc. Alors que c'est elle qui accuse Bolsonaro de violeur, parce que Bolsonaro était pour la castration chimique des violeurs. Donc, il est en train de faire un entretien à l'Assemblée législative, et elle vient au milieu, elle coupe tout, elle dit oui, toi, tu es un assassin, tu as un discours de haine, tu as un discours de violence, alors qu'on l'a pas invité en attaquant comme ça Bolsonaro. Il dit ah moi j'incite la haine, alors qu'au contraire moi je veux que les violeurs aient une castration chimique. Ok, bah continue. J'espère qu'on est en train d'enregistrer cette vidéo. Il dit ok, alors traite-moi directement de violeur, Et elle le fait, elle dit oui, tu es un violeur toi aussi, donc elle est complètement partie, elle s'est discréditée. Et donc il y a plein d'anecdotes comme ça qui ont fait gagner le cœur de beaucoup de Brésiliens qui s'étaient détournés de la politique aussi. Donc voilà, ça a permis de. Et il y en a plein d'anecdotes comme ça qui ont fait le buzz pour Bolsonaro, quoi. En tout cas, merci beaucoup, cher Antoine. Voilà. Merci à vous, c'est un plaisir. Voilà, vous achetez le livre Bolsonaro, mythe et mensonge. Voilà, Bolsonaro, mythe et mensonge. Il y a le titre pour qui est démystifier important, ce qui se dit, ce que les médias disent, quoi, voilà. Et pour avoir au moins un avis, comment dire, de quelqu'un qui connaît au moins son sujet et pas des journalistes, voilà. D'aller chercher, voilà, oui. Et au niveau anthropologique aussi, c'est très intéressant. Le sous-titre aussi du livre est très intéressant. Il y a une minorité corrompue qui essaie de vous faire croire quelque chose qui est totalement faux, qui est de la désinformation, alors que la majorité éthique, hein, qui a des valeurs traditionnelles depuis des millénaires, mais qui aujourd'hui se réveille, donc qui est cette majorité qui vote pour Bolsonaro. Donc voilà, j'espère avoir un petit peu apporté des éléments pour avoir tous les éléments, hein, parce que si on a seulement certains éléments de désinformation en France, c'est pas bon. Donc voilà, on essaie d'apporter autre chose. En tout cas, merci beaucoup, cher Antoine. Merci à vous. Passez une bonne journée là au soleil. Merci. Oui. Ciao, ciao, à la prochaine. Salut, à la prochaine.